Mesdames et messieurs, bonsoir. On se retrouve dans cette nouvelle édition de 22 heures. Voici les titres de ce soir. Pour les actualités nationales, séminaire sur la diplomatie djiboutienne face aux institutions internationales et régionales qui s'est tenu à l'Institut des études diplomatiques. Pour les actualités régionales, un cessez-le-feu d'une semaine à partir de lundi au Soudan. C'était les titres, mesdames et messieurs. Le détail de ce journal. L'Institut des études diplomatiques a abrité en cette journée du 21 mai 2023 un séminaire sur la diplomatie djiboutienne face aux institutions internationales et régionales. Organisé par l'Institut des études diplomatiques en partenariat avec l'Union européenne à Djibouti et co-présidé par son Excellence M. Mahmoud Ali Youssouf, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, en présence d'un représentant de l'Union européenne à Djibouti. Comme à l'accoutumée, le séminaire est ouvert par le directeur de l'Institut des études diplomatiques, M. Mohamed Abdelkader Moussa, qui sans plus tarder à prononcer un mot de bienvenue aux officiels et autres invités venus de différentes institutions et départements ministériels. Il s'agit à travers ce séminaire d'explorer le thème de la diplomatie avec une intention particulière au rôle que les petits pays peuvent avoir dans la diplomatie multilatérale compte tenu des défis globaux et locaux qui caractérisent notre époque. Rappelons que ce séminaire s'étalera sur 5 jours et aujourd'hui il était question de discuter entre autres sur les spécificités du rôle des diplomates dans les concertations multilatérales de l'ordre mondial au vu de l'action de l'ONU, les négociations dans les organisations multilatérales, les différentes agences et leurs fonctions. Force est d'ajouter que le séminaire fournira des éléments théoriques sur le fonctionnement des institutions multilatérales comme les Nations Unies dans un cadre de relations internationales à l'horizon 2030 ainsi que des outils pratiques sur l'analyse de scénarios et la présentation du dossier en public. Nous allons écouter à présent un extrait de l'intervention du directeur de l'Institut des études diplomatiques, M. Mohamed Abdelkader, qui a affiché son souhait de mutualiser les efforts et de proposer régulièrement ce type d'événements. On écoute. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir à l'UED un expert, en l'occurrence M. Dr Ridolfi, expert de renommée internationale. Ridolfi est expert en finance pour le développement, en finance mixte et partenariat public-privé. L'ambassadeur Ridolfi a occupé de nombreux postes de haute direction au sein des organisations internationales en gérant des programmes de financement mondiaux. Dr Ridolfi animera le premier séminaire durant une semaine qui portera sur les thèmes de la diplomatie djiboutienne face aux institutions internationales et régionales. Durant ces 5 prochains jours, les participants redécouvriront l'ordre mondial du point de vue des Nations Unies en rappelant le rôle et les fonctions des différentes organisations internationales et régionales, dont la plupart sont représentées dans notre pays. Tout cela en lien avec l'actualité, telle que l'après-pandémie, la guerre en Ukraine, le changement climatique. Les participants auront l'occasion d'apprécier les enjeux majeurs de la diplomatie djiboutienne en présence de nos experts, à savoir l'ambassadeur Rachad et Mohamed Rissi qui sera là aussi. À l'heure de la mondialisation, il est essentiel que nos hauts cadres et diplomates développent leurs connaissances et se familiarisent avec le rôle et le fonctionnement des institutions internationales et régionales, mais également qu'ils apprécient les mécanismes auxquels les États recourent pour le maintien de la paix et de la stabilité, tout cela en développant le pays. C'est pour moi, en qualité de directeur de l'UED, du ministère des Affaires étrangères, je me réjouis particulièrement de ces thèmes retenus avec la représentation de l'Union européenne à Djibouti, qui considère les connaissances et les acquis de nos cadres djiboutiens et diplomates. Ensuite, nous allons écouter le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, son Excellence, M. Mahmoud Ali Youssouf. Nous sommes dans un monde qui est en train de changer très rapidement. La géopolitique internationale est en train de prendre une trajectoire que personne, pour l'instant, ne peut prédire. Il y a des changements importants qui sont en cours et qui vont arriver. Le multilatéralisme auquel nous sommes attachés, l'Union européenne, Djibouti, est mis à mal. Et je crois qu'aujourd'hui, les crises qui sévissent dans le monde, le fait que ces crises n'aient pas forcément de solution rapide
c'est en partie à cause de l'inefficacité, de la paralysie du système multilatéral. Et je pense en particulier au Conseil de sécurité des Nations Unies. Mais nous avons besoin du système multilatéral, nous avons besoin de cet espace qui a été créé après la Deuxième Guerre mondiale et qui a permis pendant plusieurs décennies de maintenir une certaine paix relative, une certaine stabilité à travers le monde. Mais aujourd'hui, les Nations Unies, le Conseil de sécurité des Nations Unies a besoin d'être réformé et donc ce système multilatéral fait défaut. Toutes les autres instances régionales et continentales dépendent du Conseil de sécurité des Nations Unies puisque la paix et la stabilité, et le maintien de la paix et de la stabilité est la responsabilité première du Conseil de sécurité des Nations Unies. L'Union africaine, l'IGAD par exemple pour notre région, sont des organisations qui travaillent sur la base du principe de subsidiarité et font œuvre utile aussi, mais il est important de comprendre que le multilatéralisme aujourd'hui traverse une situation de crise profonde. Ça, c'est le premier élément qui me semble important. Lorsqu'on parle de nos pays, de notre diplomatie, lorsqu'on parle des outils que nous utilisons pour faire en sorte que la voix de Djibouti soit entendue, cette diplomatie tranquille dont vous parlez, que cette voix soit entendue, que nous puissions trouver notre chemin vers, je dirais, les intérêts de Djibouti, la protection et la promotion des intérêts partagés avec nos partenaires, il est important d'avoir un ordre international apaisé. Il est important d'avoir un système multilatéral qui fonctionne. Il est très important aujourd'hui, je crois, de réfléchir ensemble au comment l'on pourra peut-être envisager un ordre international et un système qui soit rénové. Autre actualité de ce journal, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, son Excellence M. Mostafa Mohamed Mahamoud, et le directeur général de l'Agence nationale des personnes handicapées, M. Douali Saïd Mahamoud, ont signé ce matin un plan d'action de travail annuel de la scolarisation des enfants à besoins spéciaux. La rencontre s'est déroulée au siège du MENFOP en présence du directeur général d'administration et du secrétaire général par intérim du MENFOP, M. Salah Alouane, le chef du service, M. Idriss Moumin, de nombreux hauts cadres du MENFOP et l'ANPH ainsi que l'équipe technique de la PTA en prépare à cette rencontre. Ce plan de travail annuel établi par les deux parties, le MENFOP et l'ANPH, définit la prévision des actions pertinentes et réalisables au cours de la première année. Cette étape précurseur s'inscrit dans un processus plus large échelonné sur 5 ans qui consiste à impliquer davantage des structures susceptibles de contribuer favorablement à la scolarisation des enfants à besoins spéciaux. La signature d'un plan d'action de travail annuel visait à présenter les 5 grands axes de la stratégie nationale de scolarisation des enfants à besoins spéciaux, à savoir la sensibilisation et actions envisagées et organiser et réorganiser la scolarisation des enfants à besoins spéciaux, mais aussi les conditions matérielles, les pôles handicap, les constructions d'établissements spécialisés, les transports, les besoins en soins de santé favorisant les scolarisations des enfants à besoins spéciaux et enfin apport des statistiques relatives, notant qu'enfin les deux parties, le MENFOP et l'ANPH, s'engagent de la mise en œuvre de la stratégie de l'éducation inclusive et de la qualité pour élever ensemble le défi de la scolarisation des enfants à besoins spéciaux. Ensuite, pour les interventions, le directeur général de l'Agence nationale des personnes handicapées, M. Douali Saïd, a indiqué que cette instance va pouvoir donner une attention particulière à la situation des enfants djiboutiens vivant avec du handicap. Ainsi, l'objectif de la signature du présent accord est de combattre les obstacles, la discrimination liée à l'handicap dans l'ensemble du pays. Il a martelé également que cette stigmatisation doit être éliminée pour l'inclusion des enfants djiboutiens vivant avec du handicap dans les programmes des instances. C'est un objectif, a-t-il dit, commun de faire preuve d'une bonne volonté pour améliorer la qualité de vie des enfants à besoins spéciaux. Ainsi, à travers ce plan d'action, les besoins spécifiques de nos enfants seront anticipés dans différents domaines, notamment dans l'éducation et la santé, a-t-il ajouté le directeur. Ensuite, nous allons écouter un extrait de l'intervention du ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, son Excellence, M. Mostafa Mohamed Mahamoud. Nous avons déjà une convention de partenariat entre le ministère et l'agence. Là, il est question aujourd'hui, ce matin, de signer les différentes actions sur lesquelles les équipes techniques ont travaillé et ont donc conjointement élaboré.
Et c'est conforme par rapport à notre convention de partenariat. Si je peux en citer quelques actions qui vont être menées, c'est d'abord et avant tout, bien sûr, des actions de sensibilisation sur le terrain, puisqu'aujourd'hui, nous avons les ressources qu'il faut pour assurer aussi une éducation de qualité pour les élèves présentant des handicaps. Donc il s'agit, comme est notre mission première, une éducation pour tous, une éducation de qualité et inclusive. Donc l'inclusivité fait partie donc également de la prise en charge des enfants présentant un handicap. Alhamdulillah, nous avons pu cette année augmenter les capacités d'accueil avec la mise sur pied de ce centre de 38 salles de classe qui aujourd'hui abritent les différents types d'handicap, à savoir les malvoyants, les malentendants, les enfants autistes, mais également les enfants qui ont un problème au niveau mental. Donc, et encore, je pense que ce centre peut encore accueillir jusqu'à encore 200 et quelques élèves. Mais comme vous le savez très bien, les élèves qui présentent ou qui ont des handicaps ne sont pas seulement sur Djibouti-Ville et particulièrement au niveau de Razdika et Boulaous, mais également nous avons beaucoup d'enfants qui sont à Balbala. Donc notre mission aussi, monsieur le directeur général, il est question également de mettre en place une école également pour enfants présentant handicap à Balbala, mais également au moins une école, sinon quelques salles dans chaque région, pour que nous puissions également accueillir ces enfants dans ces différentes salles. Nous allons poursuivre avec les propos de Mme Arafo, directrice des études et des planifications auprès de l'ANPH. Notamment les équipes de l'Éducation nationale et de l'Agence nationale des personnes handicapées. Donc il faut d'abord rappeler que ce plan d'action découle du plan quinquennal, de la stratégie nationale de l'éducation des enfants à besoins spécifiques, et que ce plan d'action vraiment s'inscrit dans l'amélioration de leurs conditions de scolarisation, notamment par des actions de sensibilisation diverses et variées, vraiment pour rappeler que l'éducation est un droit et que ces enfants notamment ont droit à une éducation de qualité sur la base de l'égalité avec les autres. Et également, il y a un certain nombre d'actions sur vraiment les conditions d'amélioration de leur scolarisation, notamment en termes d'accessibilité, en termes de renforcement des capacités des enseignants, des encadreurs, notamment de revoir le statut et de prévoir un certain nombre de textes juridiques pour améliorer en quelque sorte l'aménagement pour ces enfants à besoins spécifiques dans le cadre de leur scolarisation. Et également aussi, il y a des activités sur la partie des données, c'est-à-dire de renforcer les données en matière de scolarisation des enfants, et notamment d'avoir des données pour mieux les prendre en charge et prévoir des actions vraiment ciblées et adaptées à leurs besoins. Je vous emmène à Alice Abiye, où la ministre de la Ville, de l'Urbanisme et de l'Habitat, son Excellence Mme Amina Abdi Aden, poursuit ses missions de travail à Alice Abiye dans la journée du dimanche 21 mai, accompagnée de hauts responsables de son département. Cette mission de travail fait suite à sa précédente mission dont l'objectif principal est le suivi, l'évolution de la situation urbaine et surtout de faire le point avec les autorités locales et déconcentrer des projets et autres études en cours conformément aux orientations du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme. À son arrivée dans la ville Assadjoug, la ministre, son Excellence Mme Amina Abdi Aden et sa délégation ont été accueillis par le préfet de la région d'Alice Abiye, M. Moussa Aden Migane, et le président du conseil régional, M. Chalmarke Hassan Anale, et les parlementaires de la région. Comme elle s'était engagée lors de sa précédente mission de travail, la ministre de la Ville, de l'Urbanisme et de l'Habitat a également procédé à l'inauguration et l'installation d'une antenne déconcentrée des services de son département pour les régions du Sud, à savoir Alice Abiye, dit-il, y compris l'affectation des moyens humains et techniques nécessaires
notamment les équipements informatiques et logistiques. Cette nouvelle antenne va grandement contribuer au rapprochement de l'État et des administrés. Par la suite, la ministre s'est longuement entretenue avec les autorités de la région, les parlementaires, les chefs des différents quartiers, mais aussi les représentants des départements techniques déconcentrés pour échanger sur la problématique du développement urbain de la ville. À cette occasion, la ministre a affirmé son engagement de suivre de près la mise en œuvre et l'application des orientations du service de la ville d'Ali Sabié. Ensuite, lors de la réunion au Conseil régional d'Ali Sabié, en présence des autorités administratives et locales, les responsables des services déconcentrés, les chefs de quartier, mais aussi les représentants de la société civile, la ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme et de la Ville, Mme Amina Abdi Aden, a remercié les autorités locales pour l'accueil chaleureux réservé à elle et à sa délégation qui l'accompagne. Elle a affirmé que la mission de travail d'aujourd'hui résulte des sollicitations et des besoins exprimés par la population pour la création d'un service déconcentré du ministre de l'Urbanisme. Cette volonté de déconcentrer notre département ministériel fait aussi suite à l'augmentation significative, a-t-elle ajouté, des constructions de logements en raison pour laquelle il fallait doter la région à ce jour et d'appui technique tant dans la planification, le suivi des chantiers de construction et la délivrance des autorisations de mise en valeur. Par ailleurs, la ministre a attiré l'attention des participants et participantes sur la situation de l'occupation des espaces des emprises publiques et des extensions illégales. Et nous avons fait une étude qui a permis d'évaluer la situation urbaine et de mettre en lumière les irrégularités et les occupations illicites. Avec cette étude, nous prévoyons d'engager des actions pour trouver des solutions adaptées pour appliquer le schéma directeur d'urbanisme d'Ali Sabié. La mise en œuvre de la planification doit être évaluée périodiquement et dans 3 mois, nous allons revenir afin de mesurer les actions entreprises et leur impact sur la population d'Ali Sabié. Fin de citation, la ministre de l'Habitat a remercié les autorités locales et la population à ce jour. Le préfet, pour sa part, dans une réaction, n'a pas manqué de remercier la ministre de la Ville, de l'Urbanisme et de l'Habitat, son Excellence Mme Amina Abdi Aden, et sa délégation pour cette mission de travail qu'ils ont trouvée très fructueuse. Toujours dans les actualités nationales, une réalisation de plus pour la Fondation Ismaël Omar Guelleh pour le logement avec la cérémonie de remise de clés aux bénéficiaires de 30 logements sociaux à Hol-Hol. Cérémonie organisée par la Fondation IOG avec la participation du ministère des Affaires sociales et de Solidarité, ainsi le directeur de la Fondation Ismaël Omar Guelleh pour le droit au logement, la ministre des Affaires sociales et de Solidarité, ses collègues du logement et des affaires musulmanes ont été ce matin à Hol-Hol sous la sous-préfecture de la région d'Ali Sabié. Un déplacement donc dans le cadre des actions de la Fondation qui vient de concrétiser encore une fois ce projet financé par le Fonds Kouétien pour venir en aide aux habitants les plus nécessiteux de Hol-Hol. Le ministère des Affaires sociales et de Solidarité est intervenu dans cette réalisation, dans la sélection des bénéficiaires en se basant sur les critères d'éligibilité et un mécanisme de sélection à partir du registre social. Les familles retenues répondaient à ces critères qui est notamment de se trouver dans une situation de pauvreté extrême, de ne pas disposer de logement, d'avoir plusieurs enfants à charge dans des situations de handicap. En se référant à la modalité, le ministère des Affaires sociales et des Solidarités a mené ce travail qui lui a été confié par la Fondation IOG, une fondation qui œuvre depuis pratiquement 6 ans pour mettre sur la tête des familles qui sont démunies. Après Djibouti-Ville, toutes les régions de l'intérieur ont bénéficié des actions de la Fondation IOG. Action qui dépasse depuis quelque temps les chefs-lieux pour une prise en charge des populations qui vivent en dehors de ces zones et qui sont réellement dans le besoin. C'est dans la journée du samedi 20 mai 2023 que, sous l'égide de la ministre de la Jeunesse et de la Culture, a eu lieu à Dikil, ville éponyme, ville de l'unité, la cérémonie de pose-pierre d'un nouveau CDC. À son arrivée sur les lieux, la ministre de la Jeunesse et de la Culture, le Dr Hibo Moumin Assowe, et son collègue, le ministre délégué chargé de la décentralisation, M. Kassim Haroun Ali, ont été chaleureusement accueillis par les hautes autorités de la région, à savoir le préfet Adam Darar Moussa et le président du conseil régional, M. Mahad Hussein Ahmed. La cérémonie haute en couleur a vu la présence aussi des autorités civiles et militaires de la région Okar, ainsi que la participation des conseillers techniques et au cadre des 2 ministères, le MJC et le MDCD.
Dans leur intervention, les hauts responsables de la région se sont à tour de rôle déclarés réjouis de cette pose pierre pour l'édification d'un nouveau CDC à Dikil qu'ils attendaient avec impatience. Ces derniers ont vivement affiché leur enthousiasme de bénéficier d'une nouvelle infrastructure ayant technologie, économie énergétique et développement culturel avec des espaces verts, ouvrant ainsi de nouvelles opportunités aux communautés et jeunes du chef-lieu de la région de l'Unité. Le ministre de la Décentralisation, M. Kassim Haroun, a mis en exergue l'importance de cet événement dans le cadre du lancement d'un nouveau CDC pour Dikil. Le ministre a souligné que cette pose pierre répond au souhait de la population de Dikil de voir se concrétiser la construction de cet édifice phare pour le développement communautaire. Nous allons écouter le propos du ministre délégué chargé de la décentralisation, M. Kassim Haroun Ali. C'est un honneur, c'est un plaisir aujourd'hui de me trouver à côté de ma collègue pour la pose de la première pierre d'un CDC qui va voir le jour, Inch'Allah, dans quelques mois. La construction de la nouvelle CDC émane de doléances de la population d'abord de Dikil et du vœu du président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, de répondre favorablement à cette doléance. Aujourd'hui, c'est la concrétisation. Le rôle des CDC dans la région est très important. Mais la particularité aujourd'hui du CDC, c'est que c'est un CDC type, prototype, qui sera vulgarisé dans toutes les autres régions. Par la ministre de la Jeunesse et de la Culture, le Dr Hibo Moumina Assowe, a d'emblée adressé ses vifs remerciements aux personnalités présentes à la sécurité et surtout pour l'accueil chaleureux, enthousiaste et fraternel. On écoute les propos de la ministre. C'est vraiment un honneur aujourd'hui d'être ici pour le début de travaux de ce nouveau CDC de Dikil, qui fait partie intégrante du projet ou du programme que le ministère a entrepris, qui consiste à réhabiliter, reconstruire, redynamiser l'ensemble de CDC et surtout en mettant l'accent et la priorité dans ceux de régions de l'intérieur. Et donc la région du Dikil avait, moi je dirais, cette urgence de pouvoir remplacer celui du chef-lieu qui actuellement est logé en location. Et donc aujourd'hui, enfin, la première pierre est posée et nous comptons très bientôt que les travaux puissent être accélérés et finis et qu'ils puissent aboutir pour que le CDC, qui aura quand même la chance de bénéficier du nouveau prototype, de nouveaux modèles de CDC avec l'inclusion de la dimension culturelle, l'inclusion de la dimension économie énergétique, l'inclusion de la dimension des espaces de vie, des espaces de verre. Donc ils puissent ouvrir très bientôt pour pouvoir accueillir les différentes activités qui vont être mises en place pour le développement communautaire et plus particulièrement pour les activités des jeunes de la région de Dikil. L'ensemble des activités, donc vous savez que le CDC, c'est une plateforme qui réunit et qui lie tous les sectoriels aussi, donc avec beaucoup de formation, beaucoup de sensibilisation, mais aussi qui est un lieu de prédilection pour les jeunes où ils puissent passer du bon moment et bénéficier des activités d'animation, des formations, des sensibilisations. Le CDC aura aussi ses espaces de conférences avec la technologie et donc on va veiller aussi à ce que l'équipement puisse être à la hauteur. Et donc je remercie toutes les personnes qui de près ou de loin ont aidé à ce que ce projet aboutisse et à signaler que ce projet va bénéficier d'un financement national. Donc nous remercions les gouvernements et les budgets d'avoir appuyé ces projets et fait en sorte que ça puisse être financé. Et donc, Inch'Allah, je pense que Dikil sera un chef-lieu qui peut-être a attendu un peu longtemps, mais qui va pouvoir bénéficier de toutes les réformes et de toutes les nouvelles dimensions que portent les différents CDC.
Toujours dans la région de l'Unité, le Conseil régional a abrité ce matin le coup d'envoi de la Semaine nationale de l'Unité organisée par le Conseil régional en étroite collaboration avec la préfecture de la région okaloise. Un événement tant attendu par les Dikilois et présidé par le préfet, M. Adan Darar Moussa, mais aussi le président du Conseil régional, M. Mahat Hussein Ahmed, le vice-président du Conseil régional, M. Ibrahim Gourou Abdallah, le secrétaire général du Conseil régional, M. Abdallah, ainsi que d'autres responsables civils et militaires de la région de l'Unité. Outre les hauts responsables, cet événement de grande envergure a aussi vu la participation des responsables coutumiers, les sages de la région venus de toutes les sous-préfectures de la région des Dikil. Les festivités de l'Unité, le premier du genre, va s'éclater sur une semaine du 21 au 26 mai de ce mois et sera organisée dans différents endroits du chef-lieu de la région des Dikil. Organisée pour la première fois, cette manifestation mobilisatrice a pour objectif de promouvoir la richesse culturelle régionale ainsi que nationale afin de consolider et renforcer l'unité nationale qui est l'identité des Djiboutiens. Cet événement national sera l'occasion pour convier les régions de l'intérieur ainsi que les 3 communes de la ville de Djibouti afin que la semaine nationale soit une réussite totale. Ces festivités de l'unité qui vont s'étaler sur une période d'une semaine sont réparties sur différents thèmes, à savoir la révalorisation des valeurs et les traditions ancestrales pour une meilleure gestion des conflits sociaux, amener les jeunes à contribuer pour la préservation de la paix, l'unité et la cohésion sociale et plusieurs autres thèmes dont le seul et unique objectif est le renforcement du vivre ensemble et la consolidation de la paix, l'unité et la cohésion sociale. Ensuite, toujours dans les actualités nationales, notre pays se singularise par une croissance économique soutenue et une spectaculaire transformation de la ville. Ces dernières années, on assiste à une recrudescence de promoteurs immobiliers très actifs dans le secteur de la construction des logements. Ils sont innombrables, mais nous nous focaliserons ce soir que ceux qui fournissent davantage en quantité et en qualité, ce qui nous amène à nous diriger vers la société Al-Hamdani. Dès son installation au pays, le groupe Al-Hamdani s'est lancé à la construction des projets résidentiels et ce, à un rythme soutenu. Le groupe Al-Hamdani a mis en œuvre le premier projet dans le quartier de PK12, à savoir le projet Rawabi Djibouti, composé de 2 phases qui a vu la construction au total de 167 villas duplex, 7 immeubles de 42 appartements avec les locaux commerciaux. Ce projet résidentiel inclut également des espaces de loisirs et des lieux de culte, notamment des mosquées. Et la nouveauté, en ce dimanche 21 mai, le groupe Al-Hamdani lance la 3e phase de la cité Rawabi de PK12. Les travaux de la 3e phase battent en plein et 3 villas sont déjà sorties de terre. Il est prévu la construction de 80 villas du F6, chacune bâtie sur 224 mètres carrés et de 300 mètres carrés. Nous avons pu voir ce matin lors d'un reportage les fondations et le socle dont ces villas vont être construites. L'ingénieur en chef du projet a dans une interview indiqué que le groupe Hamdani s'illustre avec de nouveaux matériaux de construction dans ce projet, notamment avec des briques capables de retenir le froid. Monsieur Mounawar précise que les matériaux qui vont être bâtis avec ces villas défient les lois du temps et ces maisons peuvent avoir une durée de résistance de plus de 70 ans. Nous allons écouter la réaction du responsable commercial de la société Al-Hamdani. Nous sommes là aujourd'hui de vous faire part qu'on a commencé la 3e phase du projet Al-Hamdani. On est là de vous dire que ce projet est composé de 80 villas en total. Et ce sont des maisons duplex, des villas duplex de F6. Nous avons 2 types de maisons, type S1 et S2. Direction le Nord, où le SOS Village d'enfants Djibouti a organisé une cérémonie de fin d'année scolaire à l'école maternelle Herman Tadjoura. La cérémonie s'est déroulée en présence de personnalités très respectées de la région, notamment le sultan Ali Habib et M. Ali de l'école islamique de Tadjoura, ainsi que des représentants du ministère de l'Éducation et de la Santé. La cérémonie a débuté par la lecture d'un verset du Coran par Mohamed Ali, l'un des enfants de l'école maternelle. Ensuite, le directeur des programmes a pris la parole pour remercier toutes les personnes présentes de leur présence et a expliqué comment SOS Village d'enfants aide les enfants à Djibouti par le biais de ses différents programmes, tels que les initiatives en matière d'éducation, le renforcement des familles et l'autonomisation des jeunes. Un parent dont l'enfant a été scolarisé à cet établissement a également expliqué qu'il ne regrettait jamais sa décision, mettant l'accent sur la qualité de l'enseignement dispensé par SOS Village d'enfants qui fait la différence dans de nombreuses vies à travers la région.
Des danses traditionnelles ont ensuite été présentées par certains élèves suivis des pièces de théâtre. Enfin, tous les enfants ont reçu des cadeaux avant de faire une photo de famille, marquant ainsi le succès de cette journée riche en événements. Cette année, les jeunes de l'Académie djiboutienne ont bénéficié du soutien des supporters djiboutiens présents en France. Des membres de la diaspora djiboutienne se sont déplacés dans toute la France pour soutenir les jeunes de l'Académie de la garde républicaine djiboutienne qui participent pour la 3e fois au tournoi international des académies de football. En réaction, M. Mohamed Eleye, diaspora djiboutienne ayant fait le déplacement depuis Nantes, s'est dit fier de soutenir les jeunes prodiges qui ont fait le voyage pour hisser les drapeaux djiboutiens. Il a ensuite félicité l'Académie de football club de la garde républicaine et a encouragé les autres clubs à prendre exemple. Et enfin, pour les actualités internationales, je vous disais dans le titre, le représentant de l'armée soudanaise dirigé par le général Abdel Fattah al-Burhan et des paramilitaires des forces de soutien rapide, le FSR, du général Mohamed Hamdan Daglo, ont accepté un cessez-le-feu d'une semaine à partir de lundi, ont annoncé samedi, dans un communiqué conjoint, les États-Unis et l'Arabie saoudite. Cette trêve pourrait être prolongée avec l'accord des deux parties, a relevé ce communiqué diffusé par le département d'État américain samedi soir. Selon lui, les deux parties ont convenu de faciliter la livraison et la distribution de l'aide humanitaire, de rétablir les services essentiels et de retirer les troupes des hôpitaux et des infrastructures publiques essentielles. L'annonce intervient 2 semaines après que 2 représentants des 2 généraux en conflit se sont rencontrés pour la première fois à Jeddah, en Arabie Saoudite, afin de négocier. Depuis le 15 avril, les combats ont fait près d'1 millier de morts et plus d'1 million de déplacés et de réfugiés. C'est la fin de ce journal de ce soir, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme sur Télé Djibouti.